Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose de commencer ce dernier cours de cette année sur la motilité collective. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet que je connaissais pas trop en fait avant de commencer ce cours et qui est vraiment tout à fait fascinant. J'espère vous transmettre en tout cas cela. Il s'agit de la motilité collective de bactéries, donc que l'on voit ici situé en haut de façon statique. Donc ce cours s'inscrit en un sens dans la suite aussi de deux cours que j'avais fait l'an dernier sur la motilité individuelle de bactéries que l'on pouvait voir en train de nager. Donc ici quelques rappels qui seront importants à avoir à l'esprit avant de voir les aspects collectifs. Donc ici vous avez une bactérie, c'est un film issu du laboratoire de Wartberg, comme vous le savez, qui est décédé l'an dernier, à qui je rends hommage parce que vraiment c'est, comme on l'a vu l'an dernier, on va le revoir encore cette année, un chercheur tout à fait remarquable. Et on voit ici les différents types de trajectoires de ces bactéries. Donc il y a différentes familles. Le système le mieux connu est celui de Escherichia coli, où on a une succession de runs et tumbles, comme on les appelle, dans lesquels les bactéries en fait, réorganisent pendant la nage les flagelles en faisceaux, en bundles, et puis passent par des phases transitoires d'arrêt, où en fait les flagelles sont situés de façon aléatoire autour de la bactérie. Donc on voit ici la succession de ces runs et tumbles dans cette bactérie coli. Mais d'autres formes où on a soit un seul flagelle ou d'autres. Mais disons que le point important est que la succession de nage dans une direction aléatoire, suivie par une période de réorientation, caractérise la nage individuelle en 3 dimensions de bactéries. Donc ici, on voit effectivement donc une culture. Quelques heures plus tard, on voit en fait ce milieu peuplé d'une grande quantité de bactéries. Ici, on pointe un objectif dans ce milieu en 3 dimensions. On voit ici donc les trajectoires réelles caractérisées dans les années 70 dans cet article fondateur, la nage successive de ces bactéries avec des runs qui durent à peu près 1 seconde, avec un déplacement moyen de l'ordre d'une vingtaine de microns par seconde. Et ici, vous avez la statistique, donc des exemples plutôt de trajectoires de bactéries au cours de leur nage, et la statistique de leur réorientation après un tumble, qui est grosso modo aléatoire. Il n'y a pas de biais particulier de réorientation de la nage après ces phases de tumble. Donc ici, voilà ce qui caractérise la nage aléatoire d'une bactérie, mais alors juste un élément aussi sur les aspects mécaniques de la nage. Donc les périodes de run proviennent d'une rotation anti-horaire des flagelles qui s'associe à ce moment-là en faisceau pendant à peu près 1 seconde, alors qu'une réorientation horaire des flagelles les dissocie l'un de l'autre et conduisent à une immobilisation pendant à peu près 0,1 seconde de la bactérie qui se réoriente de façon aléatoire. C'est un processus actif. La rotation des flagelles provient donc de ce flagelle entraîné par un moteur et ses stators en jaune. Et l'énergie libre d'un gradient de protons généré par une pompe à protons permet en fait, cette énergie libre en fait est utilisée pour induire la rotation des stators, laquelle en fait induit la rotation générale du rotor situé en rouge. Donc un processus actif ATP dépendant. Et les caractéristiques générales de la nage de ces bactéries qui est principalement orientée par un gradient de molécules, donc un phénomène de chimiotactisme, et qu'on a une marche aléatoire biaisée qui vient en fait de la lecture d'un gradient temporel de chimioattractant. En fait, la bactérie n'est pas assez grande pour mesurer un gradient spatial, donc en fait, elle va nager dans une direction aléatoire, elle va en fait comparer dans l'échelle de temps d'à peu près 1 seconde différence de concentration, et si jamais le gradient de concentration augmente, à ce moment-là, elle va réduire la fréquence de son tumbling, donc de se réorienter, elle va continuer dans la marche du gradient. Les grandes caractéristiques de ce système sensoriel, c'est qu'il a une grande sensibilité. On peut mesurer le gain, qui est le ratio entre l'output et l'input, qui est très important. La capacité d'adaptation du système, qui leur permet de remonter différentes parties du gradient sur une grande amplitude, donc c'est une conséquence, et cette faculté d'adaptation vient d'un système dont on avait parlé, de modification en fait, des
du système sensoriel qui permet au système d'être comme un reset à une condition, dans une concentration nouvelle du gradient. Donc 3 modules importants, le module sensoriel, le module de transduction, puis le module moteur qui permet effectivement d'induire la rotation des flagelles. Donc ayons ça à l'esprit, même si nous allons voir que dans la motilité collective, le chimiotactisme n'est pas la donnée principale du système induisant la motilité orientée, mais il y aura quand même quelques analogies avec ce système. Donc, autant il est important de comprendre la nage des bactéries dans les milieux aqueux, autant il est important de se rappeler que les bactéries, en fait, sont dans des milieux extrêmement complexes, dont la viscosité varie, dont la géométrie varie. Alors, on peut voir ici toute une série de milieux naturels, des sources hydrothermales dans lesquelles les bactéries, dans les milieux qui sont très variés d'un point de vue chimique, sont présentes en grande concentration. On a ici différentes photos issues du parc de Yellowstone, où on voit en fait ces structures qui sont en fait des agglomérats de milliards de bactéries, ou alors des biofilms qui sont situés sur les flancs de rivières, où on peut voir ici donc un milieu avec des couleurs jaunes ou verdâtres qui proviennent notamment de bactéries. Mais évidemment, on peut étudier ces bactéries dans des milieux artificiels, dans le laboratoire, et donc nous allons beaucoup étudier ce type de système. Chacun de ces petits points est une petite bactérie qui est de l'ordre de quelques microns et qui peut être présente donc à des très grandes densités où il y a plusieurs dizaines ou centaines de milliers de bactéries présentes dans ces milieux. Et pour toute personne qui a fait un peu de culture de bactéries dans un laboratoire de biologie, qui les fait cultiver dans un milieu aqueux, peut néanmoins voir une sédimentation de ces bactéries qui forment un milieu visqueux qui vient en fait de la grande densité des bactéries et de ce qu'elles sécrètent. Donc les bactéries sont en fait des organismes sociaux. J'aurai l'occasion dans les années qui viennent de parler de multicellularité et on voit chez les bactéries, bien avant que n'apparaissent les eucaryotes, des stratégies collectives qui sont tout à fait remarquables. Bon, voilà donc pour le contexte un peu physiologique, ou en tout cas naturel, écologique des bactéries. Il est aussi important de se rappeler que la vie est apparue donc sous des formes cellulaires qui étaient proches des bactéries contemporaines, ou des archéas, plus exactement, qui leur sont très proches, qui ont aussi des flagelles pour se déplacer. Et on a au moins, sous la forme de ces fossiles de stromatolites, qui sont vieux de quasiment 3,5 milliards d'années, les vestiges de cette vie coloniale des bactéries qui forment des strates successives et dont on voit ici, venant d'Australie, en fait, une forme moderne, ce qu'on appelle ces stromatolites, qui sont en fait des conglomérats de bactéries avec des formes mortes et puis à la surface des bactéries vivantes. Alors oui, ces bactéries ont une vie sociale très complexe, dans laquelle, à partir de leur âge, elles peuvent adhérer à un substrat avec lequel elles interagissent. On va voir cela plus tard. Elles sont capables donc de modifier la composition chimique du substrat, d'avoir un comportement collectif qui, ultimement, va leur permettre déjà de coloniser, de tirer profit d'un écosystème pour leur propre croissance et leur propre développement, mais qui va donner aussi naissance à des structures qui sont capables aussi de dériver dans les courants et donc de coloniser d'autres régions. Donc voilà ceci pour illustrer donc l'idée que les bactéries sont des organismes sociaux multicellulaires et donc tous les aspects collectifs de la motilité des bactéries qu'on va voir aujourd'hui sont, même si elles sont étudiées dans un laboratoire, elles ont un pendant physiologique ou plus exactement écologique extrêmement important. Et donc, il ne s'agit pas de quelque chose d'anecdotique, mais quelque chose de tout à fait fondamental pour la compréhension non seulement de l'origine de la vie, mais également de comment elle a pu en fait coloniser des habitats très nombreux et comment elle persiste à la fois dans les sources hydrothermales comme dans l'intestin des mammifères ou d'autres organismes où elle était présente à la surface de la peau. Voilà, donc ces structures que nous allons voir sont présentes absolument partout. On a aussi à cœur peut-être de réfléchir au fait que, comme vous le savez, les bactéries sont aussi source évidemment de pathologies et que comprendre les aspects collectifs de leur vie renseigne aussi sur les possibilités offertes à ces bactéries en fait, d'échapper en fait, au système immunitaire et d'occuper des habitats très complexes au sein des animaux et des plantes. Alors donc, autant voilà, on est familier de ces films de bactéries en 3 dimensions qui nagent, regardons maintenant ce film de Escherichia coli, dont le film ne marche pas, mais il suffit d'un clic pour le réactiver. Ben non, il devrait marcher, mais on va réessayer. Voilà. Donc on voit ici, on reviendra sur ces films. Maintenant, Escherichia coli, en 2 dimensions, qui est capable de mouvements très complexes.
Je ne décris pas plus, mais simplement pour vous dire qu'à forte densité, ces bactéries sont capables de mouvement. Et donc, ces structures, qu'on appelle swarm en anglais, vraiment des essaims, et la terminologie utilisée pour parler de ces mouvements collectifs, je l'avais introduit dans le cours numéro 1 il y a à peu près un mois. Alors, on peut voir ici, dans une espèce remarquable, Penibacillus vortex, une bactérie capable, effectivement, sur une boîte d'agar, à partir d'un site initial où on avait placé cette bactérie, et au gré de sa croissance, de coloniser un habitat de plus en plus large, sur plusieurs centimètres. Et on peut distinguer ce qu'ils appellent ici des builders qui restent au centre, et puis des explorers qui, en fait, se propagent à distance. Et si l'on regarde chacune de ces structures un peu circulaires, on peut voir ici dans ce film, en fait, une véritable dynamique. Vous avez ici le temps en secondes, assez rapide, une espèce de courant, en fait, sous forme de vortex, qui est associé en fait à la dynamique expansive de ces bactéries sur ce substrat d'agar. Donc voilà ici une manifestation de ce type d'activité collective. Alors on peut s'interroger avant sur les bénéfices sociaux de ce type de dynamique en essaim, et la première que l'on peut caractériser, c'est des interactions interspécifiques, et tout d'abord entre différentes bactéries. Ici, dans ce système in vitro, les auteurs en fait, mélangent Penibacillus vortex, qui a cette dynamique que je viens de vous décrire, et également une source qui est sensible à l'ampicilline, un antibiotique, donc qui est morte en présence de cet antibiotique, qui ne peut pas se croître, et puis Escherichia coli dans une forme qui est elle-même résistante à l'antibiotique. Et si l'on mélange ces deux types de bactéries, on voit toujours un essaim qui s'étend en fait de vortex, parce qu'il transporte avec lui, finalement, Escherichia coli, résistance à l'antibiotique. Et cette interaction entre les deux permet à la bactérie sensible aux antibiotiques de coloniser un habitat qui a été détoxifié par la bactérie qu'elle advecte au gré de son essaimage, de son expansion. Donc on voit ici, dans deux couleurs différentes, coli résistance à l'antibiotique en vert et vortex en rouge qui est sensible. Et donc en présence de l'antibiotique, on voit néanmoins que les deux se sont étendus à distance. On voit surtout ici présent vortex qui s'est étendu. Et donc, il y a une interaction interspécifique qui permet à une bactérie sensible à un antibiotique de survivre à un habitat grâce au cotransport, à l'advection d'une bactérie elle-même résistante. Donc, on voit bien d'ailleurs que donc, ici, cette dynamique en essaim permet en fait des stratégies d'échappement en environnement qui seraient toxiques à une bactérie. On voit ici un autre exemple où cette fois-ci, vortex. Un petit problème avec l'écran aujourd'hui. Voilà. Le cotransport de vortex en rouge et une bactérie résistante à un autre antibiotique, céphotaxime en vert, et donc le cotransport permet la résistance à un autre type d'antibiotique. Donc il s'agit d'une stratégie qui se présente dans différentes espèces. Un autre exemple, c'est la dispersion de spores, ici des spores de champignons, qui sont présentes dans ce film en noir. On a vraiment un problème avec l'écran aujourd'hui, il n'y a pas une succession. Voilà, excusez-moi. Donc on voit ici en fait ce transport, cette bactérie donc toujours la même, hein, Penibacillus vortex, qui s'étend et qui transporte avec elle des spores visibles ici en noir. Et donc on voit ici donc l'analyse fine de la trajectoire de ces bactéries qu'on peut analyser par PIV, Particle Imaging Velocimetry, qui permet de voir en fait la dynamique rotatoire, donc le vortex que je vous ai montré tout à l'heure, de ces bactéries en essaim. Et le champignon, donc Aspergillus fumigatus, peut être transporté à une vitesse assez importante de 3 microns par seconde sur plusieurs dizaines de centimètres. Et on voit ici donc, le bénéfice finalement offert à ce champignon, c'est qu'il est transporté par les bactéries, et inversement, le champignon dont on peut voir ici des filaments permet le transport de bactéries, ici présentes en blanche, le long de ces filaments de champignons, dans une zone où en fait il y a une espèce d'interruption de la continuité du milieu. Donc une espèce de symbiose, si l'on veut, entre deux stratégies de transport, advection des spores par les bactéries et transport des bactéries à travers des zones discontinues où les filaments de champignons permettent de former comme un pont entre deux milieux différents, ici et là. Et d'ailleurs, ces bactéries en fait, sont présentes dans la rhizosphère, c'est-à-dire cet environnement très complexe qu'il y a dans le sol au niveau des plantes, entre les bactéries et les champignons. Donc il s'agit in vitro d'une symbiose qui est présente et très importante dans les écosystèmes.
Alors on voit ici un film quasiment peu accéléré, qui montre en fait l'écoulement extrêmement rapide de ces bactéries. Et il ne s'agit pas simplement, comme on va le voir plus tard dans ce cours, de la croissance, c'est-à-dire de l'augmentation de la masse qui fait que le liquide s'écoule. Il s'agit véritablement d'un système qui permet en fait à la croissance et à la motilité de générer l'expansion de la colonie. Voilà. Et on voit ici, avec un plus gros grandissement, on voit presque individuellement ces bactéries qui forment ces essaims à très très forte densité. Alors une autre propriété de ces supercolonies ou de ces essaims de bactéries, c'est qu'elles permettent un transport à leur surface qui est super diffusif, c'est-à-dire qui est plus rapide que la diffusion brownienne permettrait, en particulier lorsque l'on met à la surface, ou parce que les bactéries elles-mêmes le sécrètent, des surfactants, donc des molécules en fait, qui modifient la tension de surface. On va en parler plus tout à l'heure. Et donc on voit ici ces surfactants donc à la bordure de cet essaim de bactéries. Et les auteurs suivent en fait des particules d'oxyde de manganèse où on peut voir de magnésium plutôt, je ne sais plus, des particules qui se déplacent enfin MgO, peu importe, qui se déplacent à distance, et on peut suivre donc maintenant la dynamique donc de ces particules au sein à l'intérieur de l'essaim ou à sa surface. Alors à l'intérieur de l'essaim, on voit bien que la dynamique est brownienne, effectivement. Si l'on regarde le déplacement carré moyen en fonction du temps, en échelle log, on voit bien donc une pente de 1, ce qui est prédit par la diffusion brownienne. En revanche, à la surface, on voit un coefficient de 1,5 qui caractérise un mouvement super diffusif et qui est associé, qui ne se présente que lorsqu'il y a un surfactant à la surface de ces bactéries. On voit ici les propriétés de mouillage de cette bactérie dans lesquelles on voit un mouvement super diffusif qui se mouille plus qu'une colonie d'une autre bactérie, Escherichia coli, d'une solution d'Escherichia coli à grande densité. Alors, il y a quelques spéculations sur l'origine de ce mouvement superdiffusif, mais une possibilité mentionnée par les auteurs, c'est qu'il pourrait y avoir des hétérogénéités à la surface de la colonie de surfactants qui créeraient un effet marangonique qui donc génère donc des flux orientés et qui pourraient rendre compte de cette propriété de transport presque balistique. Mais il n'y a pas de données très quantitatives sur cette possibilité, mais ça me paraît assez vraisemblable. Donc voilà, quels seraient donc les bénéfices potentiels de ce genre de fonction? C'est permettre bien sûr une communication à distance au sein d'un essaim dans lesquels finalement le mouvement, étant donné leur taille, qui peut faire plusieurs centimètres, la diffusion mettrait trop de temps pour permettre une communication intercellulaire au sein de ces structures, que l'on peut voir en un sens comme des proto-organismes multicellulaires. Et puis également des choses qui permettraient l'écoulement ou le transport de nutriments ou d'oxygène pour permettre à ces organismes bactériens multicellulaires de survivre dans des habitats où finalement la quantité de bactéries est extrêmement importante, où la consommation de nutriments est telle que finalement à l'endroit il peut y avoir une perte des ressources insuffisantes et qui permettrait donc d'oxygéner, de transporter le milieu. Donc voyons finalement ces mouvements superdiffusifs à la surface de ces essaims comme une espèce d'adaptation permettant au système de faire ce que la circulation dans les organismes eucaryotes à grande échelle permettrait de faire. Donc je voulais trouver important de préciser ces fonctions disons physiologiques des essaims de bactéries pour comprendre comment elles s'adaptent à des environnements divers. Alors maintenant, voyons plus en détail la réponse spécifique de bactéries lors de ces phénomènes d'essaimage. Alors, dans un certain nombre de cas, donc le cours va être subdivisé en deux grandes parties, une partie qui va parler de bactéries qui nagent en essaim et d'autres de bactéries qui sont simplement adhérentes au substrat et qui n'ont pas de flagelle. Donc dans le cas de bactéries qui nagent et qui reconnaissent une surface par exemple d'agar, on a un comportement en essaim par l'adoption d'un comportement de nage qui est différent. L'induction se manifeste sous la forme d'une augmentation du nombre de flagelles à la surface de la bactérie. Donc il peut s'agir par exemple d'Escherichia coli, où donc le terme utilisé pour parler de ces flagelles, en fait, soit ils sont situés au niveau du pôle de la bactérie, soit tout à la surface. On parle dans ce cas de flagelles
péritriques, ou péritricus en anglais. Et le point est que donc, ces bactéries augmentent souvent leur nombre de flagelles, sans doute pour s'adapter à un milieu d'une plus grande viscosité et qui leur permet de néanmoins pouvoir se déplacer. On va y revenir. Cette différenciation des bactéries, il s'agit vraiment d'une différenciation cellulaire, avec des modifications de l'expression génétique dans un certain nombre d'espèces, est réversible, et elle se produit au bout d'à peu près 30 minutes. Donc, voyons donc cette adaptation comme un mécanisme de différenciation cellulaire. Alors, un système qui a été à l'origine très étudié, finalement, il s'agit d'un système relativement historique dans l'étude des essaims de bactéries, c'est Proteus mirabilis, dont on voit ici deux photos, une ancienne dans cet article qui a maintenant une trentaine d'années, et cette photo plus récente qui montre de façon remarquable, à partir d'une source de dépôt de ces bactéries, des zones de croissance concentriques. Et ces zones de croissance concentriques proviennent d'une succession de phases d'expansion de l'essaim, puis d'arrêt, un moment où sans doute il s'agit il y a une moindre concentration du nutriment qui nécessite en fait au système d'arrêter transitoirement sa croissance, puis une nouvelle phase de motilité. Voilà. Donc il s'agit d'une caractéristique de croissance propre à cette espèce, mais assez remarquable, qui a été beaucoup étudiée. Et on voit ici le type de différenciation cellulaire de ces bactéries qui, à l'intérieur de l'essaim, en fait, sont comme des bactéries finalement qui nagent avec peu de flagelles, alors qu'en périphérie, on voit des cellules beaucoup plus longues, avec une très grande quantité d'essaims. Donc une transition entre, si l'on veut, un animal à 4 pattes et un scolopendre avec des milliers de pattes. C'est assez remarquable. Vous en voyez ici un dessin, ici une image, et vous verrez des images en microscopie électronique assez remarquables. Alors effectivement, ici, donc, dans des images anciennes en microscopie électronique, 1978, on voit ici donc cette bactérie qui présente tout à sa surface des dizaines de flagelles remarquables. Et ici, on voit un petit essaim dans lequel on voit en bordure donc ces longues bactéries couvertes de cette structure de ces flagelles. Voilà. Donc il peut en avoir jusqu'à une cinquantaine, donc vraiment quelque chose d'assez remarquable dans cette espèce. On peut voir maintenant, au fur et à mesure de la croissance de ces colonies, et en bordure, l'adoption progressive de cette forme filamenteuse des bactéries, qui sont au début dans leur forme native, originelle, en solution, donc assez courte, de quelques microns, et qui à la fin font quelques dizaines de microns, donc des bactéries extrêmement longues. Ce n'est pas simplement les caractéristiques de cette bactérie Proteus, mais également présent dans d'autres espèces. On peut voir ici chez Escherichia coli, donc la possibilité de former des essaims, salmonelle, donc deux systèmes d'études extrêmement fréquents, aussi des pathogènes, comme vous le savez. Donc au centre de la colonie, coli a cette structure-là. En périphérie, il y a donc le développement de plus de flagelles, comme on peut le voir, et puis de façon plus remarquable encore, chez salmonelle, des structures filamenteuses, dont on peut voir ici par un marquage du noyau qu'il y a en fait, il s'agit de cellules dans lesquelles il n'y a pas eu de septation, donc il y a eu multiplication du matériel génétique, visible ici en blanc, sans septation, c'est-à-dire sans le processus de division cellulaire, et qui donc permet de former des filaments. On reviendra sur cette caractéristique. Donc ici encore pour illustrer chez toute une série de bactéries très variées, la phase dite végétative de ces bactéries solitaires qui nagent, et la phase sociale où elles peuvent adopter des comportements différenciés, où les cellules sont plus longues avec plus de filaments. Vous voyez ici les différents types de bactéries, de Vibrio, Parahemolyticus, Serratia, etc. Donc voilà, c'est ça pour illustrer le caractère très général de ces différenciations cellulaires au sein des essaims de bactéries nageuses. La forme des colonies qui émergent de cela varie beaucoup en fonction des données de l'environnement, des espèces bien sûr de bactéries, de la composition nutritive du milieu. Excusez-moi, je dois m'adapter à un projecteur qui ne fait pas ce que je lui demande. Voilà, donc on voit ici donc différentes formes de colonies, donc ces structures concentriques, mais également vous voyez, ces formes dendritiques de bactéries qui s'étendent dans le milieu d'une façon différente, avec des structures de branchement assez intéressantes à considérer, ou les vortex dont on a parlé, et donc toute une autre suite de morphologie. Donc j'introduis cela peut-être pour pointer du doigt des choses qu'on étudiera dans les années qui viennent, c'est-à-dire une forme de morphogénèse en un sens de ces organismes multicellulaires que sont les bactéries. Il y a de la croissance, il y a de la différenciation,
Il y a de la motilité, comme on le voit aujourd'hui. Donc vraiment des caractéristiques que l'on sait communes chez les eucaryotes, mais qui sont déjà présentes chez des espèces de bactéries. Donc on voit ici un lignage d'espèces de bactéries très variées, et j'ai souligné en rouge les espèces très variées dans lesquelles on voit ce comportement en essaim qui a été étudié. Sur quoi nous reviendrons souvent, c'est effectivement Proteus, j'en ai déjà parlé, Escherichia coli, et puis également Bacillus. Mais voilà, c'est extrêmement répandu dans l'arbre des bactéries. Alors on distingue deux types de bactéries en essaim, les robust swarmers, qui en fait se développent sur des milieux d'agar rigides, avec jusqu'à plus de 1,5% d'agar, donc des milieux assez durs, dans lesquels on observe cette élongation des cellules par inhibition de la septation, une hyperflagellation qui est soit située au niveau du pôle, soit tout le long de la bactérie qui forme ces structures dites péritriques et que l'on rencontre dans des espèces aussi variées que Vibrio, Azospirillum et Proteus. Et également des swarmers qui sont plus modérés, qui se développent sur de l'agar plus mou, en fait, comme moins de 1% d'agar, dans lesquels il y a peu ou pas d'élongation, et dans lesquels il n'y a pas d'hyperflagellation. Il peut y avoir quelques flagelles de plus, mais pas beaucoup. C'est ce que l'on rencontre chez Coli, chez Bacillus et Pseudomonas et d'autres espèces. Alors on commence maintenant à voir ici un film de ces bactéries en essaim. Alors vous voyez ici le film qui représente Bacillus subtilis est ralenti 2,5 fois. Et on voit en fait cette dynamique extrêmement importante, à très forte densité. Les bactéries sont assez allongées. On voit ici d'autres espèces dans lesquelles les bactéries sont moins allongées, dans lesquelles on trouve en fait cette très grande dynamique. Donc qui illustre ici de la dynamique chez des espèces de Bacillus, Serratia, donc qui appartiennent, ou Salmonella, qui appartiennent à cette famille de bactéries qui ont une différenciation, dirons, modérée par rapport à d'autres espèces que l'on a pu voir tout à l'heure. Donc il s'agira de comprendre maintenant ce qui est à l'origine de cette fluidité, de cette dynamique, enfin de cette fluidité, en tout cas macroscopique ou mésoscopique, de ces populations de bactéries à très très forte densité, ce qui permet leur mouvement et comment finalement on peut expliquer la motilité de cellules nageuses dans ce milieu extrêmement visqueux. Alors justement, il est important de rappeler finalement, ou de voir, les contraintes physiques qui sont présentes dans ces populations de bactéries. L'enjeu principal pour ces bactéries qui adhèrent à un substrat, c'est de maintenir un niveau d'hydratation suffisante, une quantité de fluide, d'eau suffisante, qui leur permettent de maintenir un état de nage, parce que ces bactéries ont des flagelles et vont utiliser le milieu aqueux pour pouvoir se déplacer. Donc on verra qu'il y a une régulation de l'osmolarité en fait, du milieu qui permet des flux osmotiques à partir du substrat dans lequel il y a de l'eau vers le milieu de nage de la bactérie. Le deuxième enjeu principal est de réduire en fait, les forces de friction qui proviennent de l'interaction, notamment avec le substrat. On verra que l'adaptation vient notamment d'une adaptation du système de propulsion par les flagelles et sans doute d'autres choses dont je vais moins parler, qui est liée à la longueur de la cellule et la résistance visqueuse qu'oppose le milieu aqueux en fait, aux ces bactéries et qui dépend en partie de la longueur des cellules. Et le troisième point important, c'est les propriétés de mouillage liées lorsque l'on pense aux interactions entre les bactéries et puis le milieu sur lequel elles se déplacent. Et donc on voit notamment ici des propriétés ou des caractéristiques par lesquelles les bactéries modifient par des surfactants les propriétés de mouillage sur le substrat. Alors sur le premier point, donc la fluidisation du milieu à l'interaction avec le substrat, les bactéries ont cette caractéristique qu'elles peuvent sécréter des osmolytes qui permettent donc un flux osmotique de l'eau du milieu d'agar vers l'environnement dans lequel elles vont développer leur nage. Ceci permet, l'augmentation de l'eau permet de réduire la viscosité de l'essaim de bactéries, parce qu'en fait il y a une phase active, comme on va le voir plus tard, qui est en fait le nombre de cellules. On n'en représente qu'une seule, mais pensez, comme on l'a vu dans les films, qu'il y en a des dizaines par quelques dizaines de microcubes ou des centaines.
Donc, quelle est la densité de la phase active versus la phase passive qui est en fait le milieu d'eau. Et donc, tout cela peut être régulé par les bactéries en sécrétant des osmolytes. Alors, c'est un sujet qui est étudié dans différentes espèces de bactéries, mais qui est aussi en phase d'étude, hein, qui n'est pas totalement connu. On connaît au moins chez Proteus mirabilis, dont j'ai parlé, qu'il y a la sécrétion d'une matrice extracellulaire qui comprend notamment des polysaccharides. Donc les polysaccharides et également glycine bétaïne sont des osmolytes qui permettent en fait d'augmenter les flux osmotiques de la gare vers le milieu. Il y a un autre facteur connu, hein, CMF, Colony Migration Factor, qui est en fait un acide polysaccharide qui permet en fait l'essaimage de ces espèces de bactéries. Chez Pseudomonas aeruginosa, il y a sécrétion de glutamate et de proline, en fait des acides aminés, en fait qui régulent la pression osmotique du milieu. Et puis on a aussi des évidences, des preuves qu'en fait les bactéries modifient leur métabolome à la surface des bactéries, donc une espèce de réponse d'adaptation à l'interaction avec le substrat, et qui induit la modification, la production de lipopolysaccharides. Donc finalement les bactéries, on le sait, maintenant modifient leur métabolome, modifient la production de toute une série de molécules qui régulent l'osmolarité et qui permet le comportement en essaim. Alors on peut maintenant regarder de façon plus fine, plus quantitative. C'est un très bel article de Howard Berg en 2012, qui montre comment on peut finalement déjà étudier ou en tout cas prédire les flux osmotiques dans des populations en essaim de Escherichia coli, en regardant les écoulements de liquide dans ces essaims. Et pour cela, donc, les auteurs étudient donc, des colonies de Escherichia coli et ils suivent à la bordure de ces essaims des petites bulles que l'on peut suivre en microscopie et dont ils suivent la dynamique. Alors on regarde dans cette partie, donc la frontière 0 correspond à la frontière de l'essaim. En suivant la dynamique de ces petites bulles, il peut suivre donc les écoulements. Et ce qu'on observe en particulier, en dehors de cette phase de mouvement à l'intérieur de l'essaim, c'est la dynamique tirée vers l'extérieur de l'essaim, que l'on peut voir ici marqué en jaune. Un peu plus à l'intérieur de l'essaim, donc entre quelques dizaines et une centaine de microns à l'intérieur de l'essaim, depuis sa frontière, on peut voir maintenant un mouvement qui n'est non plus centripète mais centrifuge. Non, c'est l'inverse, qui n'est plus non plus centrifuge mais centripète, comme on peut le voir ici, et encore plus à l'intérieur, un mouvement opposé. Donc on voit ici une dynamique de mouvement de l'écoulement assez complexe, hein, qui va être résumé bientôt. À partir de ces données expérimentales et en fait d'un raisonnement quantitatif, voilà. Bon, vraiment. Bon, bah, écoutez, tant pis pour les animations. Voilà. Donc on peut voir ici le profil d'une colonie, d'un essaim. Donc vous voyez ici les bactéries dont le profil est présenté. Et on peut raisonner sur en fait les mouvements d'eau ou la variation du volume d'eau d'un petit volume de largeur dx. Et on peut distinguer d'une part les entrées d'eau venant du flux osmotique V0, ce qui correspond aussi à la croissance des bactéries, dont le volume C2x à la position x, le taux de croissance, donc ça c'est l'eau qui est prise du milieu environnant pour permettre la croissance des bactéries. Donc ça c'est finalement l'eau qui entre et qui sort en raison des flux osmotiques et de la croissance, mais également les entrées et les sorties d'eau de cette petite colonne en raison de l'écoulement VF qu'on mesure expérimentalement, que je viens de vous présenter dans ces données expérimentales, et puis également le déplacement de l'essaim, V de S, qui va donc modifier la quantité de liquide dans cette petite colonne à la position X. Donc en prenant en compte toutes ces données et en considérant qu'il n'y a pas de perte de liquide, d'accord, on a cette équation dans laquelle on peut voir que le flux osmotique V0 qui nous intéresse peut se mesurer en fonction du taux de croissance et donc de la densité de bactéries qui se mesure, de la vitesse de déplacement de l'essaim qui se mesure, de la hauteur qui se mesure, et de l'écoulement de l'eau qui se mesure par ces données expérimentales. Et à partir de là, on peut donc inférer qu'est-ce qui est la valeur de V0. Et
On voit donc ici le profil inféré de V0 à partir de la frontière de l'essaim, d'accord? Donc on voit ici qu'il augmente jusqu'à une valeur pic positive, puis être négative. Donc finalement, de façon qualitative, avec la grosseur des flèches qui est grosso modo proportionnelle aux valeurs calculées de V0 sur ce profil en transsecte de l'essaim, on peut voir qu'il y a, donc ici vous avez en flèche noire ce qui est représenté par les données expérimentales, donc cet écoulement correspondant à VF qui est centrifuge, puis un mouvement centripète, et de nouveau centrifuge ici. Et donc les flux osmotiques inférés à partir de cette équation et des données expérimentales, et donc un flux osmotique très important dans la partie antérieure à la frontière de l'essaim, et quelque chose qui est plus modeste dans la partie légèrement plus postérieure. Donc finalement, ce qui est inféré à partir de ces données, c'est l'idée qu'il devrait y avoir une augmentation de l'osmolarité dans cette région-là pour expliquer le flux osmotique. Et donc dans l'article suivant, de Howard Berg, 2 ans plus tard, on voit maintenant des mesures directes de l'osmolarité par un dispositif extrêmement intéressant. Ils utilisent des liposomes préparés avec 2 fluorochromes différents, vert et rouge. Et le fluorochrome vert a cette caractéristique que la fluorescence en fait, est quenchée lorsque le liposome en fait, réduit son volume en raison de la modification de l'osmolarité. Et alors que l'autre, rouge, en fait, ne change pas, donc c'est un contrôle. Et donc en regardant la fluorescence, le ratio de fluorescence entre vert et rouge, on a une mesure indirecte de l'osmolarité. Donc en fait, ils peuvent calibrer ce dispositif pour mesurer l'osmolarité. Et vous avez ici, donc en milliosmoles, la mesure de l'osmolarité aux frontières d'un essaim de bactéries d'Escherichia coli qui s'étend vers la droite, qui traverse donc cette zone où sont présents ces liposomes. Et on peut donc faire le transsect de l'osmolarité de la partie de la frontière jusqu'à l'intérieur. Et on voit bien donc cette augmentation de l'osmolarité par rapport à la valeur de référence de grosso modo 300 milliosmoles, qui correspond en fait à l'osmolarité de l'agar et qui correspond à celle que l'on trouve à l'intérieur de la colonie. Donc on voit bien ce pic d'osmolarité de plus 25 milliosmoles qui correspond précisément à la zone dans laquelle les auteurs avaient 2 années plus tôt inféré un flux osmotique à l'intérieur de l'essaim. Donc voilà quelque chose qui précise l'idée que les bactéries régulent leur osmolarité à la frontière pour permettre un flux osmotique qui hydrate la colonie. Une question ? On voit juste quelle était l'épaisseur du film dans ce cas-là. Visiblement, c'est H. Donc la valeur H, oui. Je ne sais pas, mais je dirais quelques dizaines de microns maximum. J'ai des données plus tard, dans quelques diapositives plus tard. Donc ici, une très belle étude qui montre, qui infère un flux et qui mesure après l'osmolarité qui est cohérente avec cela. Donc maintenant, voyons le deuxième point, après l'hydratation qui permet de réduire la viscosité du milieu, les forces de friction qui sont très importantes et qui opèrent à l'interface avec le substrat. Donc ici, les bactéries peuvent augmenter leur capacité de propulsion en augmentant le nombre de flagelles dans un milieu plus visqueux, mais elles peuvent aussi modifier les propriétés d'interaction avec le substrat. Donc là, on retrouve encore une fois les lipopolysaccharides, parce que ce qui se passe, c'est que donc le substrat a ses propriétés de charge, etc. Et donc les bactéries peuvent sécréter des surfactants, dont on va voir le rôle en termes de mouillage plus tard, qui sont aussi des lubrifiants en raison de leurs propriétés amphipathiques, c'est-à-dire qu'elles ont une partie hydrophobe, une partie hydrophile. Et donc cette structure en fait, moléculaire pourrait réduire aussi la friction avec le substrat. Donc les lipopolysaccharides dans les bactéries gram-négatives ont ces propriétés, les rhamnolipides chez Pseudomonas également, des lipopeptides. Donc il y a toute une série de molécules amphipathiques qui pourraient jouer ce rôle de lubrifiant à la surface. L'autre propriété, c'est effectivement, on l'a vu, la synthèse de plusieurs flagelles qui permet donc d'augmenter la force motrice, le couple moteur effectif sur l'ensemble de la bactérie, qui permet de se déplacer dans un milieu où il y a plus de friction. Donc on en voit ici des images et ici un dessin illustratif. Alors de fait, il y avait des expériences qui avaient indiqué que dans cette espèce, on peut regarder, donc je souligne que dans cette espèce, on a chez Vibrio parahemolyticus, la structure de ce flagelle dans la forme en âge ou dans l'essaim n'est pas également la même la composition n'est pas la même, donc il y a des gènes spécifiquement induits lors de la différenciation cellulaire. Et ces gènes LAF, on peut suivre leur expression
en fonction du temps, lorsqu'on les met en contact avec un substrat d'agar, et on peut voir comment l'expression de ce gène augmente dès lors que l'on augmente la viscosité du milieu de façon expérimentale. Donc clairement, les bactéries ont une capacité de détecter la viscosité du milieu et d'induire plus fortement ce gène pour former plus de flagelles. L'autre type d'expérience est de bloquer la rotation du flagelle en utilisant un anticorps dirigé contre cette protéine LAF et qui crée une agglutination et qui empêche la libre rotation de ces flagelles. Et cela également induit une augmentation de l'expression de ce gène LAF qui permet la synthèse de ces flagelles latéraux à la surface de Parahemolyticus. Donc on a ici l'idée que finalement, d'une façon qui est en partie comprise en tout cas dans d'autres espèces, le flagelle fonctionne comme un dynamomètre ou un viscomètre, c'est-à-dire qu'il mesure la viscosité du milieu ambiant, induit l'expression de gènes qui permet le développement d'un autre flagelle ici, en plus grande quantité que de la forme qui nage. Alors il s'agit ici d'une adaptation sur des temps longs, on voit ici quelques dizaines de minutes, mais il y a une autre forme d'adaptation qui est à des temps plus courts, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ici, le troisième aspect donc, de la physique de la nage de ces bactéries en contact avec le milieu, c'est le mouillage avec l'interface avec le milieu. Donc ici, finalement, lorsque l'on voit cette bactérie avec cette petite goutte de liquide dans laquelle elle nage, si elle est isolée, on voit bien qu'il y a, en fonction de la tension de surface du liquide en interaction avec son milieu, une propriété de mouillage qui peut varier. Si on ne faisait rien, on voyait tout à l'heure une gouttelette de Escherichia coli dans laquelle on voyait finalement moins d'extension, moins de mouillage que pour l'autre espèce considérée. Et donc les bactéries peuvent modifier en fait les propriétés de ce liquide en sécrétant des surfactants. La tension de surface peut s'expliquer de façon microscopique comme quelque chose qui résulte du fait qu'à l'interface entre deux fluides, fluide A, fluide B, les interactions moléculaires sont, on va dire, asymétriques, qui en créent un mouvement net vers l'intérieur du fluide et qui donc tend la surface. D'accord ? Si jamais les bactéries sont capables de mouiller de modifier par des surfactants la tension de surface du fluide dans lequel elle se situe, en interaction avec le fluide, et bien, donc il va y avoir une extension du liquide, de l'eau dans laquelle elle nage, qui va permettre aux bactéries donc, de pouvoir peupler un environnement plus large. On est dans un milieu de faible nombre de Reynolds, donc finalement, une forte tension de surface empêche totalement la bactérie de se déplacer. Elle serait prisonnière d'une gouttelette dont la tension de surface serait trop importante. D'accord ? Donc, il est extrêmement important que les bactéries sachent réguler cette tension de surface. Alors, parmi les surfactants qu'elles sécrètent, il y en a un grand nombre qui sont considérés. Donc, la surface de l'agar est en partie hydrophobe. Donc, on peut sécréter, les bactéries sécrètent des molécules amphipathiques. Ici, je vous montre la structure d'un rhamnolipide qui est sécrété par Pseudomonas et dans lequel on voit donc la partie donc des acides gras qui sont donc très hydrophobes et une partie plus hydrophile. Également des lipopeptides chez d'autres espèces de bactéries, des lipopeptides cycliques en particulier, la surfactine, sérawétine, comme leur nom indique, joue un rôle important donc, dans le mouillage de ces colonies. Et on sait aussi dans les données expérimentales que des bactéries qui sont déficientes pour ces molécules de mouillage, ces lipopeptides, on peut restaurer le comportement en essaim de ces bactéries en apportant de façon extérieure, exogène, des surfactants, notamment artificiels. Donc vraiment, on sait par les données expérimentales à la fois les molécules qui jouent des rôles de surfactants et le fait que c'est important pour le comportement en essaim. Alors je cite maintenant rapidement cet article de Mahadevan publié donc, il y a que 3 ans, qui intègre finalement dans un modèle physique très élégant ces différentes considérations sur la physique de la nage des bactéries dans ce milieu complexe à l'interface avec un milieu d'agar. Donc cet article considère à la fois les flux osmotiques qu'on a vus, le phénomène de tension de surface et les effets Marangoni qui jouent un rôle important dans l'expansion du fluide, en tout cas dans la dynamique de ce fluide, et les résistances liées aux frictions et les résistances visqueuses du milieu. Donc tout ça est pris en considération. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails, mais plus de vous référer, mais je vous donne un peu l'esprit de cette étude. Il s'inspire de ce dont je viens de parler. On voit ici en transect finalement la phase active des bactéries en rouge, la phase passive du fluide en bleu, et la différentes variations d'épaisseur. On voit ici la réponse à la question qui était posée tout à l'heure. L'épaisseur est de quelques microns dans sa partie la plus élevée.
même si ce n'est pas tout à fait à l'échelle. Et puis, les auteurs ici considèrent donc quelques présentations au moins qualitatives de l'esprit de ces équations qui résultent ici toujours de la conservation de la masse, donc du fluide, des bactéries, et également la quantité de mouvement. Et on voit ici en particulier si phi est la phase active, donc ici les bactéries, et 1 - phi la phase passive, le fluide, on peut écrire donc les équations qui gouvernent leur évolution en fonction du temps. Et on considère en particulier le flux horizontal de fluide dans la phase active, le flux horizontal dans la phase passive, V0, le flux osmotique, comme dans l'article de Berg dont je vous ai parlé, et puis le taux de croissance de la phase active, et puis les choses liées à liées à la croissance des nutriments nécessaires à la croissance des bactéries. Mais oui. Oui, alors l'article important d'ailleurs parle de deux choses. Sous le même chapitre, sous la même physique, étudie deux situations. Une situation expansive d'un essaim et une situation statique du biofilm. Le biofilm, j'en parle pas parce qu'il n'y a pas de dynamique expansive ou l'inverse, mais c'est quelque chose plutôt de stationnaire. Mais dans la même théorie explique les deux types de comportements. Grosso modo, dans l'essaim que j'ai retenu pour la présentation aujourd'hui, ils disent en fait que le système est gouverné par les forces, les pressions capillaires qui viennent justement de choses sans doute liées en fait à la variation, la tension de surface, potentiellement régulée par les bactéries. Donc je vous invite à regarder plus en détail l'article, mais la physique est gouvernée et limitée par les écoulements capillaires via la régulation du mouillage de ces bactéries, mais également l'importance du flux osmotique, qui a d'ailleurs été mesuré, alors que dans le cas du biofilm, la phase active maintenant est le gel de polymère sécrété par les bactéries. La phase active, parce qu'elle est modifiée activement par les bactéries. La phase passive est le fluide. Et en fait, c'est vraiment la régulation de l'osmolarité qui crée en fait les variations de volume et donc la régulation de la hauteur de la bactérie. Donc en fait, il y en a un qui est plutôt régi par les forces de capillaires et l'autre qui est plutôt régi par simplement la pression osmotique. Mais les flux osmotiques sont néanmoins très importants, même dans la dynamique d'expansion d'un essaim, comme on l'a vu dans les données expérimentales de Berg, et comme c'est incorporé ici dans la théorie. Donc ceux qui veulent vraiment approfondir un modèle physique de ces processus sont invités à regarder plus en détail cet article. J'ai au moins présenté les trois composantes fondamentales de la physique qui gouvernent la nage de ces bactéries dans ces milieux complexes. Donc, on voit donc ces bactéries, on a donc présenté toute une série de propriétés de mouillage, de modification du nombre de flagelles qui permettent de nager dans un environnement plus visqueux, etc. Voyons maintenant finalement comment nagent ces bactéries. Quelle modification y a-t-il en termes de propriétés de nage de ces bactéries par rapport à ce que l'on connaît en 3 dimensions dans un milieu aqueux, voilà. Donc à faible densité. Donc on a ici les variations du nombre de bactéries, donc de leur densité par micron carré à partir de la frontière de la colonie. Donc il y a un pic en fait de densité juste en arrière. Hein. Et puis après on arrive à une espèce de valeur plateau au sein de l'essaim. Donc ici, donc les auteurs étudient les différentes propriétés de la nage de ces bactéries qui peuvent suivre de façon individuelle. Ici on a le transect donc de la distribution des longueurs de bactéries. Alors, on a en bleu la distribution juste à la frontière, en rouge dans cette partie de la plus forte densité. Et ce que l'on peut voir, c'est que juste à la frontière, finalement, les bactéries sont peu mobiles, dans cette partie très au bord, alors qu'elles sont beaucoup plus mobiles à une vitesse de quelques dizaines de microns par seconde, qui est grosso modo la nage des bactéries libres en solution. On peut regarder également l'angle de les distributions des angles de variation de la vitesse des bactéries, qui est assez restreint. Et aussi la courbure qui montre que les bactéries sont visiblement contraintes dans leur nage par rapport au mouvement beaucoup plus libre en milieu aqueux à faible densité. Et plus précisément, donc, dans cet article de Howard Berg, en 2010, il y a une étude fine de ce qu'on peut considérer comme les propriétés microscopiques de ces molécules de bactéries dans ce gaz, qui est vraiment simplement une analogie évidemment. Et ce que vous pouvez néanmoins regarder, c'est le fait que les bactéries sont capables localement, sur une longueur qui est de quelques fois la longueur d'une bactérie, des micro-essaims, des groupements de bactéries qui nagent transitoirement dans la même direction, avec une espèce de corrélation locale des vitesses.
grosso modo, connaissant la longueur d'une bactérie de peut-être une dizaine de microns, la taille de ces structures est quelquefois la longueur d'une bactérie. Voilà. Ici, on a les corrélations spatiales des vitesses des bactéries. Donc ici, le long de l'axe antéro-postérieur, donc finalement, ou proximo-distal, c'est-à-dire l'expansion de l'essaim vers le haut. Donc là, il y a moins de corrélation le long de cet axe qu'il n'en a latéralement. Et sans doute, cela reflète le fait que les bactéries étant des bâtonnets, leurs vitesses, comme on peut le voir, sont mieux corrélées latéralement qu'elles ne le sont le long de l'axe antéro-postérieur. Voilà. Donc il y a clairement des choses importantes à comprendre en termes des corrélations de vitesse locales qui ne sont pas totalement connues. Alors regardons même encore plus finement dans cet article la dynamique des bactéries. Les auteurs marquent spécifiquement les flagelles des bactéries qui sont associés dans ces essaims. Donc on voit ici que les bactéries qui se déplacent selon les trajectoires relativement rectilignes, quoique pas toujours, il peut y avoir des changements de direction. On voit que les faisceaux de filaments forment une structure qui est située dans l'axe de déplacement de la bactérie, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. Dans les conditions de changement de direction, alors que dans la nage, les changements de direction sont aléatoires, avec une distribution vraiment aléatoire des angles, ici, de 62 degrés, ici, les angles sont totalement différents, autour de quasiment 180 degrés, et qui se voit ici dans cet exemple de cette bactérie, avec ses nombreux flagelles, qui finalement va s'arrêter, changer de direction de façon orthogonale, de façon à l'opposé, donc ici représenté dans ce petit dessin. Donc les bactéries sont visiblement contraintes dans les changements de direction par rapport aux bactéries à faible densité, et les vitesses de déplacement sont les mêmes. Il y a des phénomènes de collision qui proviennent de la forte densité, dans lesquels les bactéries sont capables de changer localement même leur orientation en fonction de ces collisions. On voit ici un exemple donc, de 4 bactéries statiques qui sont déplacées par une bactérie qui rentre en collision avec elles, avec donc des alignements locaux de bactéries. Et ces alignements qui sont vraisemblablement dits au phénomène de collision, d'entraînement des bactéries, peut-être des interactions en partie avec les flagelles, et à l'élongation caractéristique des cellules, qui forcément apporte une contrainte à l'orientation de ces bactéries. Mais il n'y a pas de données expérimentales qui montrent que les bactéries peuvent associer entre elles leurs flagelles dans une structure dynamique qui serait partagée par différentes bactéries. Ça, c'est clairement l'exception plutôt que la règle. Donc les bactéries, avec leurs nombreux flagelles, qui sont très longs, tous ces cheveux en fait, qui partent des bactéries, sont relativement isolés, en tout cas indépendants l'un de l'autre, même s'ils peuvent latéralement être en interaction et qui en fait participent même à la structure allongée de la bactérie. Donc on se demande, à voir les films où on voit les bactéries à si forte densité se déplacer et dans lesquels on ne voit que le corps cellulaire, on se demande en fait comment les bactéries nettement arrivent à se déplacer étant donné que la longueur des flagelles est quelques fois la longueur des bactéries. Donc en fait on a une structure extrêmement complexe si l'on prend en compte, comme on le voit ici, la structure de ces flagelles. Voilà, ici on ne voit pas les flagelles, mais imaginez quelque chose qui, derrière chaque bactérie, est plusieurs fois la longueur de chaque bactérie et qui est présent dans ce milieu et qui donc augmente clairement sa complexité. Alors quand l'on compare donc les bactéries nageuses et en essaim, on retrouve dans les deux cas des runs, des arrêts et des redéparts, avec un changement de rotation des flagelles qui passe d'une rotation horaire, anti-horaire pour le run, horaire pour l'arrêt. Et à chaque fois, bien sûr, les flagelles sont impliqués dans la motilité. Il y a des différences importantes en termes de direction des vitesses. Pour les swimmers, on a vraiment une nage aléatoire en 3 dimensions. Pour les swarmers, on a vraiment une marche plus contrainte en 2 dimensions, une nage plus contrainte en 2 dimensions. Les changements de direction sont beaucoup plus fréquents chez les bactéries en solution que dans les bactéries en essaim. Et la réorientation est aléatoire pour les bactéries nageuses alors qu'elle est contrainte principalement dans des changements de direction à l'opposé en essaim. Le chimiotactisme joue un rôle très important dans les bactéries en solution. Il joue un rôle vraisemblablement marginal chez les bactéries en essaim. Voilà. Il y a d'autres phénomènes de tactisme que le chimiotactisme, notamment des phénomènes mécaniques. Pour les bactéries nageuses, je n'ai pas trouvé dans la littérature de données qui permettent vraiment d'expliquer la directionnalité de ces mouvements. On verra plus tard dans les bactéries sans flagelles.
Voilà, donc ici, voilà qui clôt finalement ce que, grosso modo, on sait sur les caractéristiques de la nage en essaim de bactéries flagellées ou hyperflagellées. J'ai présenté la physique qui, en fait, contraint ou régule la nage de ces bactéries, comment les bactéries peuvent modifier leur environnement pour permettre de s'étendre comme un fluide complexe, actif, qui se propage dans les milieux voilà, dans les milieux variés du point de vue nutritif. Mais ce n'est loin d'être le tout de la dynamique en essaim des bactéries, parce qu'ici, il ne s'agit que des bactéries qui ont une structure avec des flagelles. Or, on l'avait vu l'an dernier lors de déplacements individuels de bactéries, il existe également des bactéries qui n'ont pas de flagelles et qui savent parfaitement se déplacer. On voit ici donc toute une série de bactéries qui ont ces déplacements d'une autre nature, et elles ont également des comportements l'animation ne marche pas aujourd'hui. Des comportements sociaux, et on va maintenant finir ce cours en explorant ces modalités. Alors, une espèce très étudiée pour cette motilité sans flagelle, c'est Myxococcus xanthus, dont on voit ici un exemple qui fait donc des bâtonnets de quelques microns de long, qui ont une nage individuelle et une nage collective. Donc on voit ici, dans ce film qui ne marche pas, donc ces bactéries qui forment des petites colonies, et on va voir, donc on voit ici quelques déplacements. Voilà. Donc il y a deux types de termes utilisés pour parler de ces mouvements sur un substrat sans flagelle, soit gliding, donc la bactérie en fait glisse à la surface du substrat, et twitching, dont on va parler plus tard. En fait, on ne connaît ces différents types de motilité que depuis en gros une quinzaine d'années, même un peu moins. Si on lit les articles du début des années 2000, il y a une grande confusion sur les termes, parce que justement on ne connaissait pas les deux types de motilité. Donc je vais me référer aux études plus récentes, notamment du laboratoire de Tamigno à Marseille, qui a vraiment complètement caractérisé et expliqué la motilité de ces bactéries, de cette gliding motility, qui, je le rappelle pour le cours de l'an dernier, provient d'un déplacement actif hélicoïdal, dont les composants sont présents ici, donc en utilisant un gradient de protons qui permet donc la rotation de structure qui, grâce à une interaction avec un substrat sous forme de point d'adhésion focale, et dont on voit ici un marqueur dans ces bactéries, alors que la bactérie se déplace vers le haut, en fait, un point d'adhésion, ou aussi un composant de ce système actif, en interaction avec le substrat, est immobile dans le plan d'observation de la bactérie, le plan du substrat, et donc la bactérie, en fait, a une rotation active et qui permet à la bactérie de se déplacer. Donc, mouvement hélicoïdal, point d'adhésion qui permet la propulsion de la bactérie dans une direction donnée. Mais ce n'est pas la dynamique qui est mise en jeu dans le mouvement de ces bactéries lorsqu'elles sont en essaim. Il y a une modification de la motilité. Et vous pouvez voir maintenant ici, dans ce film à droite, une colonie de Myxococcus xanthus qui nous intéresse et une colonie de bactéries Escherichia coli. Donc ça, on l'a vu, ce sont des bactéries qui nagent, qui ont toutes les propriétés qu'on a étudiées tout à l'heure. Là, finalement, vous avez la compétition entre un prédateur et une proie, et vous allez voir que le prédateur a des propriétés assez remarquables. Donc on va regarder l'expansion de cette colonie qui va en fait sentir vraisemblablement chimiquement la présence de la colonie et qui va la dévorer. Alors attendez. Donc on voit ici donc, l'expansion. Donc on ne voit pas les bactéries individuelles, on va les voir bientôt. Alors elles s'étendent dans toutes les directions, hein, mais on voit clairement quelque chose de particulier qui se met en place au sein de la bactérie, au sein de la colonie de colis, en particulier ces espèces d'ondelettes ou d'ondes à la surface ou rides à la surface de la colonie, donc de l'essaim de Myxococcus xanthus, avec même une dynamique de ces vagues que l'on va voir plus en détail un peu plus tard. Donc quelque chose quand même d'assez remarquable. Alors, il y a deux phénomènes à vrai dire. Si on regarde Myxococcus xanthus, il y a à la fois une dynamique expansive liée à la prédation, qui, si l'on regarde, et on verra des films plus en détail tout à l'heure, correspond en fait à ces essaims de bactéries qui vont se diriger vers leur proie
les dévorer, et à la surface desquelles on peut voir ces ondelettes qui ont une dynamique macroscopique que l'on va regarder tout à l'heure. Chacune de ces zones qui est plus dense, qui a un contraste différent en imagerie, vient du fait qu'il y a différentes couches de bactéries les unes sur les autres, alors que d'autres sont en quantité plus faible. En bleu, on a la bactérie coli, et en brun, on a la bactérie Myxococcus. Donc finalement, ce que vous voyez comme brun et clair, en foncé et clair, des zones de gris différentes, correspondent à des zones de densité différentes de bactéries. On va voir plus tard qu'en fait, ces ondulations en fait, sont des vagues qui se propagent à l'intérieur de la structure. Bon. Donc là, c'est quelque chose qui se place au niveau de la zone expansive de l'essaim, par prédation, mais il y a également une dynamique centripète, dans lesquelles les bactéries, en fait, dans les conditions où elles détectent qu'il y a moins de nutriments, donc en conditions de starvation, les bactéries vont maintenant s'agréger, former des petits monticules, dont on voit ici une photo progressive à partir de cette partie d'agrégation. Petit monticule, puis ce qu'on appelle un fruiting body, un corps qui va permettre le développement de spores, qui va permettre aux bactéries d'essaimer dans un nouvel endroit par une autre stratégie. Donc on a ici donc deux stratégies, une dynamique expansive de prédation et une dynamique centripète pour la formation d'un agrégat multicellulaire. Donc moi j'ai principalement parlé de cette dynamique expansive, de ce qu'on peut en dire. Donc ici il s'agit d'un film non publié de Tam Mignot qui a eu la gentillesse de me partager ce film absolument remarquable. Je vous demande dans un premier temps d'ignorer les couleurs rouge et verte et de ne regarder que finalement en noir et blanc cette zone en bordure d'un essaim expansif de Myxococcus. On voit ici une zone dans laquelle il y a des agrégats de bactéries sans dynamique macroscopique, contrairement à ce qui se passe juste derrière, où l'on voit donc ces ondes qui se propagent de densité de bactéries. Donc ce qui est plus sombre correspond à un monticule plus épais de bactéries, et ce qui est plus clair, plus mince. On voit clairement qu'il y a des ondes qui semblent se diriger vers la droite, vous pouvez les suivre, et d'autres qui se dirigent vers la gauche. En tout cas, c'est l'impression que l'on a. En réalité, lorsque deux ondes rentrent en collision l'une avec l'autre, contrairement aux apparences, elles ne se traversent pas l'une l'autre. Il y a une réflexion d'une onde sur l'autre. C'est un véritable phénomène de réflexion. Et on peut s'en convaincre lorsque l'on regarde plus précisément maintenant une bactérie individuelle, marquée ou en rouge ou en verte, c'est simplement un marqueur de quelques bactéries qui permet de suivre la dynamique individuelle de bactéries en lien avec la dynamique macroscopique. D'accord ? Et pour ceux qui sont familiers des choses comme Dictyostelium, où il y a également des ondes de propagation, on retrouve un peu le même type de phénomène. C'est que la dynamique individuelle renseigne peu sur la dynamique macroscopique des ondes, qui est un phénomène émergent. Et ce que vous pouvez voir, et la diapositive suivante le montrera mieux encore, c'est que chaque bactérie en fait un mouvement local assez limité dans une direction puis une autre, une alternance de la dynamique. Et donc il s'agit de comprendre la dynamique individuelle et en quoi elle génère la dynamique macroscopique. Alors il s'agit d'un sujet absolument fascinant dans lequel je vais simplement me contenter de vous rappeler tout à l'heure les propriétés, ce que l'on en connaît. Alors pour illustrer plus encore ce que je viens de vous dire, fixons-nous sur cette région par exemple, où on voit en noir deux vagues qui se... alors si on sait maintenant qu'il y a de la réflexion, on voit bien effectivement ce qui correspondrait à une réflexion, et on s'en convainc maintenant lorsque l'on regarde individuellement les bactéries, où elles voient effectivement qu'elles ont un mouvement de va-et-vient. Alors ce mouvement de va-et-vient n'est pas totalement stochastique, il y a des biais directionnels qui peuvent rendre compte de la dynamique ou expansive ou pas des bactéries, et notamment dans cette zone où il n'y a même plus d'ondes, mais simplement une zone expansive de l'essaim. Donc on peut faire une analyse microscopique de la statistique de ces mouvements aléatoires, et une observation macroscopique ou mésoscopique où l'on peut voir les phénomènes émergents liés au mouvement de ces bactéries. Alors, avant de rentrer dans les choses que l'on connaît sur cette dynamique locale de ces bactéries, un point important d'un article vraiment magnifique de Copenhagen, Richard Allert, publié il y a un an, et qui montre comment cette dynamique des bactéries permet d'expliquer également l'organisation multicouche de ces colonies. Donc, je vous ai parlé d'une part des ondes de rippling que l'on vient de voir, qui correspondent à des phénomènes multicouches, mais également lors de la formation inverse
des fruiting bodies, il y a un phénomène d'organisation multicouche des bactéries, de Myxococcus. Donc cet article analyse l'émergence de strates de 2 épaisseurs de bactéries ou de trous en blanc dans la couche de bactéries. On voit ici une image en microscopie électronique et son grossissement. Et ici, en code de couleur, les zones correspondant aux multicouches, 1 ou 2, ou alors aux trous en blanc. Et les auteurs, en fait, arrivent à prédire l'émergence de cette structure multicouche ou de trous en fonction des charges nématiques dans la structure de ces bactéries, dont on peut voir ici l'orientation par un code de couleur des différents angles d'orientation. Donc on a ici, on va voir une charge plus 1,5 ou moins 1,5. Donc j'ai parlé de ces défauts nématiques et comment on peut les analyser, les quantifier, donc je n'y reviens pas, mais je vous réfère au cours précédent. Et on peut voir en particulier ici l'apparition d'un trou avec une charge négative moins 1,5 et l'apparition ici d'un petit monticule qui correspond à une charge plus 1,5. Donc l'article fait un travail non seulement de caractérisation de ces défauts topologiques en lien avec l'organisation multicouche de ces colonies, mais également il l'explique par une théorie, donc c'est le travail de Ricard Allert, qui en fait explique la formation de ces trous des multicouches en fonction des flux de cellules qui sont dans certaines conditions asymétriques et qui impliquent notamment la résistance, la friction au substrat. Donc on retrouve un peu des éléments de physique dont j'ai parlé, mais avec beaucoup plus de détails. Je n'ai pas l'intention de plus en parler, mais simplement de vous dire que l'on peut expliquer donc cette organisation multicouche à partir des écoulements de bactéries et de l'organisation de l'ordre nématique de ces populations de bactéries. Alors maintenant, j'aimerais parler en 2 temps, en fait, chez 2 espèces différentes, de ce qui en fait génère le mouvement. Là, on a vu les aspects macroscopiques, on a vu en quoi cela permet d'expliquer non seulement la dynamique expansive ou centripète de ces colonies, l'organisation multicouche, mais voyons maintenant la mécanique du mouvement et comment on peut expliquer la dynamique locale de ces bactéries en lien avec la dynamique collective. Alors, la première espèce dont je voudrais parler est une autre bactérie qui est capable de twitching, de ce mouvement qui n'est pas du gliding, donc qui ne vient pas de cette rotation avec adhésion au substrat, mais qui est chez Pseudomonas aeruginosa, donc ce mouvement qui va dans une direction, puis dans l'autre, par des phases d'alternance. Donc on va d'abord regarder une bactérie individuelle, dont on voit qu'elle avance, puis elle recule. Alors elle tressaute, effectivement, c'est un mouvement beaucoup moins lisse que la gliding motility, c'est pour ça qu'on l'appelle twitching motility, c'est un peu plus par secousse. Et donc on voit bien à l'échelle individuelle une bactérie qui fait un mouvement de va-et-vient. Lorsque l'on regarde maintenant la colonie, on voit, et donc ici à la frontière de cette colonie, de cet essaim, des mouvements orientés, persistants, de petits groupes à plus forte densité, alors que derrière, on voit une dynamique finalement, semble-t-il, aléatoire de bactéries qui changent de direction dans tous les sens. On va étudier ça plus en détail. Donc voilà la dynamique expansive d'une colonie de Pseudomonas aeruginosa. Alors le mouvement, en fait, repose sur un phénomène actif d'une autre nature que ce que l'on a vu avec la rotation. Il s'agit de structures qu'on appelle des pilus, pili au pluriel, de type 4. Alors ces pili de type 4, on peut en voir ici une image dans cet article des laboratoires de Wartberg, font quelques dizaines de microns, donc beaucoup plus longs que les bactéries. Ils sont présents à un pôle, il y en a quelques-uns, ici 2, 3, 4. Et on peut voir dans cette imagerie que, regardons par exemple celui-ci, qui va se rétracter en quelques secondes, alors que d'autres vont s'étendre. Voilà. Alors les auteurs montrent en fait que la rétraction et l'extension de ces pili est de l'ordre de 1 micron par seconde, donc des structures assez rapides. Ces structures finalement s'étendent, adhèrent au substrat, et au gré de leur rétraction, comme on va le voir, fonctionnent comme des grappins qui permettent à la bactérie en fait, d'avancer en direction du point d'ancrage d'adhésion. Alors, on voit ici une représentation qui montre effectivement donc, les pili à un pôle de la bactérie, et la bactérie est également capable de sécréter des exopolysaccharides qui augmentent l'adhésion au substrat de l'extrémité de ces pili. Donc, on en voit ici en microscopie électronique quelques images, et on peut voir aussi, le film ne marche pas, regardez cette bactérie individuelle, en blanc, on voit en fait une modification du contraste de l'image qui correspond précisément à l'apport par la bactérie
d'exopolysaccharides qui modifient les propriétés du substrat. Donc les bactéries modifient leur substrat au gré de leur passage, et ceci a pour conséquence, on le voit aussi dans cette image statique, hein, où on voit en fait les propriétés du substrat modifiées par les sécrétions de ces polysaccharides. Donc elles sécrètent leur matrice extracellulaire. Ce n'est pas qu'une propriété. Tout ce que les bactéries, tout ce que les organismes eucaryotes font, grosso modo, souvent a été inventé d'une façon différente, par des mécanismes moléculaires différents chez les bactéries, notamment la sécrétion de matrices extracellulaires. Et en fait, cette modification du substrat a un rôle en retour, c'est que comme elle renforce l'adhésion des pili par les autres bactéries qui suivraient le chemin, les bactéries en fait façonnent leur environnement qui rétroagit sur la dynamique des bactéries. Donc ce mécanisme de rétroaction de l'environnement sur la bactérie, c'est ce qui a été conceptualisé par Pierre-Paul Grasset dans les années 50, bien avant tout le monde en étudiant les termites tiers, le concept de stigmergie, selon lequel, finalement, c'est la structure qui guide l'animal et non pas l'animal qui se guide de façon plus ou moins intelligente dans son environnement. Donc, en fait, cette rétroaction, on la trouve agir dès les bactéries avaient inventé une forme de stigmergie bien avant les termitières, les termites. Alors, voyons plus en détail la structure de ces pili. Ici, vous avez un schéma qui représente toutes les molécules. J'attire votre attention sur deux choses. D'abord, un pilus, c'est un polymère de piline. Donc on en voit ici une partie. Il fait une bonne dizaine de microns. Il y a un certain nombre de structures de différentes couleurs qui permettent son ancrage dans la membrane interne et la membrane externe, ou même la couche de peptidoglycane, un peu comme un flagelle. Et ce qui nous intéresse, c'est ces deux structures en bas, qui sont des moteurs. Des moteurs hexamériques ATP dépendants, qui vont utiliser non pas des gradients de protons comme dans le cas du flagelle ou des gradients de sodium dans d'autres espèces, mais de l'ATP directement, l'énergie libre de l'ATP. Et on voit ici donc un moteur qui permet l'élongation pile B et un moteur qui permet la rétraction, c'est-à-dire la dépolymérisation des pilines, pile T. Donc les monomères sont apportés dans la partie cytoplasmique et en fait transloquent. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le pilus de type 4 qui nous intéresse est relié en fait à ce qu'on appelle le système de sécrétion type 2, qui est extrêmement présent dans un grand nombre de bactéries gram-négatives et qui permet des choses extrêmement variées comme l'adhésion ici, mais également l'uptake d'ADN, la prédation, la virulence, la phototaxie, le chimiotaxie, etc. Donc c'est un système de sensitif chez les bactéries extrêmement varié qui a évolué pour assumer des fonctions biologiques très diverses. Voilà, donc retenons le polymère de piline et la structure motrice pile B et pile T. Donc on imagine bien que extension-rétraction viendra d'une régulation des nucléateurs polymérisateurs de ces pilines, pile B et pile T. On verra plus tard. Donc le laboratoire de Mike Sheets a pu maintenant faire des mesures directes de force pour en fait tester l'hypothèse que je vous ai présentée, selon laquelle ces pilus en fait sont utilisés pour le déplacement de ces bactéries. Donc là, une autre espèce est utilisée, Neisseria gonorrhea, dont vous pouvez imaginer qu'elle est responsable d'une maladie, et qui sont des petites sphères de l'ordre de 1 micron, et qui ont quelques pili à leur extrémité. Les cellules se déplacent à une vitesse de l'ordre du micron par seconde. On voit ici la trajectoire d'une bactérie qui suit une trajectoire relativement dirigée et d'autres plus browniennes. La vitesse est donc de l'ordre du micron par seconde, qui est incidemment la vitesse également de rétraction et d'extension des pili tels qu'on l'a vu précédemment dans l'analyse de Howard Berg. De façon plus remarquable, dans cet article, le laboratoire de Mike Sheets mesure en fait les forces associées à la rétraction de ces pili. Donc ici, on a un petit groupe de ces bactéries. Une bactérie est piégée dans un piège optique et on peut voir que la bactérie en fait quitte le piège optique en direction de l'essaim. Ils peuvent la repiéger. Alors la bactérie généralement a un mouvement transitoire d'échappement en fait du piège optique, puis elle revient à sa position initiale. Donc un phénomène transitoire que l'on peut voir au cours du temps et qui dure quelques secondes. Et pour mesurer les forces, les auteurs finalement immobilisent une bille de 3 microns sur un substrat. Ils absorbent 2 bactéries qui ont donc leur pili et une autre bille qui est recouverte d'un anticorps antipiline va finalement avoir une affinité pour l'extrémité des pili. Et on voit ici le dispositif observé au microscope, donc la bille dans laquelle les bactéries sont situées, et une autre bille qui est piégée par un piège optique. Et cette petite bille va être déplacée vers cette bille immobile en fonction
lorsqu'il y a un phénomène de rétraction, et donc le piège optique va pouvoir mesurer la force qui immobilise ce mouvement. Et on a ici les valeurs nominales de ce type de force qui sont de l'ordre de la centaine de piconewtons, ce qui n'est pas rien en fait. Un pilus en fait génère une force de l'ordre de 100 piconewtons. Et la bactérie en a plusieurs pour se déplacer. Voilà. Donc ici, on a donc la preuve que la rétraction des piliers est un système actif qui permet, comme un grappin, à la bactérie de se déplacer. Alors, quand on regarde maintenant la dynamique de ces bactéries, maintenant intéressons-nous à la régulation de cette dynamique, maintenant qu'on en comprend les fondements moléculaires et mécaniques par ces grappins, on a cette bactérie qui se déplace d'avant en arrière. Lorsque l'on regarde la statistique des mouvements de ces bactéries à partir d'une origine donnée, on a globalement une dynamique qui est aléatoire, il y a en apparence de va-et-vient, mais qui est quand même un biais spatial très net dans une direction donnée en bordure de l'essaim. Et l'on a ici donc deux structures ou deux complexes ou deux assemblages moléculaires qui sont importants. Ceux qui gouvernent la mécanique, on vient de le voir, avec les moteurs de polymérisation, dépolymérisation des piliers, et également ces structures sensorielles qui, en fait, comme le système pour le chimiotactisme chez coli, permet de réguler en fait la statistique de nucléation ou de polymérisation, dépolymérisation du moteur des piliers. Alors, je reviendrai plus tard, mais grosso modo, par comparaison avec coli, CHPA et PILG, PILH ont des homologies de séquence très fortes avec le système KY, KA, KB qu'on a vu qui travaille chez coli. Donc en fait, il s'agit en fait du système dérivé utilisé pour le chimiotactisme, ici qui est utilisé à des fins de régulation d'un autre complexe moléculaire qui n'est pas un flagelle, mais la dynamique des piliers. Alors de fait, lorsque l'on mute PILG par exemple, donc ici, il s'agit de molécules équivalentes à KY, qui sont donc les médiateurs donc, de la détection de molécules de chimiotactisme, comme je vous l'avais rappelé en début de ce cours. Lorsque l'on mute ces protéines, par exemple PILG, il y a une dynamique aléatoire, mais qui n'a plus de biais statistique spatial. Donc en fait, on perd la capacité de s'orienter dans une direction donnée. Et on peut voir ici un film dans lequel ces cellules bougent bien d'avant en arrière, mais sans biais statistique, donc elles sont globalement à l'état stationnaire dans la population. Elles donc ne permettent pas de dynamique expansive de l'essaim. Alors ce qui est remarquable, c'est que ces bactéries, lorsqu'elles rentrent en collision l'une avec l'autre, modifient leur trajectoire. La collision, semble-t-il, détectée, elle permet un mouvement inverse. On a ici l'exemple d'une collision d'une bactérie qui va rentrer de façon orthogonale à une autre bactérie immobile. Elle va rebrousser son chemin. Dans un mutant PILH, qui est une autre protéine impliquée dans ce système de détection de la voie KY, les bactéries peuvent se collisionner, mais elles ne changent pas, elles ne rebroussent pas chemin comme elles le font pour les bactéries sauvages. Et donc clairement, le système PILG-PILH permet non seulement de détecter des systèmes de chimiotactisme, mais également quelque chose qui est sans doute d'origine mécanique et qui viendrait en fait de la dynamique d'extension ou de rétraction des pilus, et dont les propriétés mécaniques, par la résistance offerte par l'adhésion au substrat, modifieraient le système de détection KY dépendant. Alors ce qui convainc les auteurs qu'il s'agit d'un signal de nature mécanique plutôt que chimique est présenté bientôt. Mais avant, vous voyez qu'en lien avec ce comportement de détection des collisions ou finalement de situations aveugles par rapport aux collisions, on voit les conséquences émergentes de cela. C'est que, alors que dans une population, un essaim de bactéries de Pseudomonas sauvages, il y a une distribution globalement assez uniforme de la densité des bactéries, qui viendrait finalement du fait que la cellule ne va pas rester à proximité d'une bactérie avec laquelle elle rentre en collision. Ici, les bactéries n'étant aveugles à leurs voisines, ou en tout cas n'étant pas capables de rebrousser chemin, elles forment des agrégats locaux de plus grande densité. Donc il y a une hétérogénéité de densité qui affecte la distribution statistique des bactéries. Donc ce qui convainc les auteurs que le signal est d'origine mécanique est le fait qu'en utilisant une microfibre ici, qui est un objet neutre chimiquement, en tout cas qui n'a pas les propriétés d'une autre bactérie de Pseudomonas, ils observent, et là on représente un exemple dans ce film, mais ils observent de façon statistique le phénomène, les bactéries, en rentrant en collision avec cette fibre, en fait rebroussent chemin d'une façon significative. Donc ce qui conduit à penser les auteurs qu'il y a un phénomène mécanique dont le mécanisme n'est pas du tout connu et qui ferait que sans doute les piliers, en contact avec ces structures, sans doute exercerait en tout cas qu'il pourrait y avoir un phénomène
lors du phénomène de rétraction de tension mécanique dans le pilus qui serait d'une façon ou une autre détectée par les bactéries et qui activerait la même voie utilisée pour le chimiotactisme. Mais le mécanisme n'est absolument pas connu, on a simplement ici des évidences de ce phénomène. Alors maintenant que l'on sait qu'il y a ce phénomène, les auteurs essayent de comprendre en quoi la dynamique de pile B, pile T, c'est-à-dire le moteur qui permet l'extension du flagelle ou l'autre pile T qui permet sa rétraction, en quoi leur distribution est-elle indicatrice d'une régulation de la nucléation des pilus et des mouvements des bactéries. Donc on voit ici, donc déjà on peut marquer par fluorescence les composants de ce moteur de nucléation, pile B et son cofacteur FIMX, ou les moteurs de rétraction. D'accord ? Et on peut également regarder les corrélations entre la distribution de pile B et puis la distribution des pili que l'on peut voir par cette microscopie très sioux à la surface de ces bactéries. Le point important, grosso modo, c'est que, comme on peut le voir déjà dans ces images statiques, il y a une distribution plutôt polaire du complexe de polymérisation des pili, alors qu'il y a une distribution moins polaire, plus aléatoire, plus uniforme, plus symétrique des facteurs d'inhibition de rétraction en fait, des pili. Et on peut se convaincre ici que il y a déjà une corrélation entre la distribution la concentration de pile B et la zone dans laquelle il y a plus de pili aux extrémités de la cellule. Parce que la cellule, en fait, potentiellement, peut avoir des pili à droite et à gauche. En fait, on en a plutôt concentré dans une direction, et là, il y aura plus de pili, il y aura plus de pile B, d'accord, qui indique donc une corrélation entre les deux. Ici, vous allez voir un film qui montre la distribution de pile B, film X, en gros, les facteurs de nucléation ou de rétraction du pili. Ce que vous pouvez voir dans ces films, c'est que non seulement l'un est plutôt polaire, les facteurs de nucléation et les facteurs de dépolymérisation sont plutôt symétriques, mais surtout que lorsqu'il y a mouvement, la concentration de pile B est à l'avant du pôle, le leading pôle de la bactérie. Donc, ce n'est pas simplement une corrélation entre la structure motrice et la polarisation du nucléateur, mais il y a également une corrélation avec le mouvement, comme on peut le voir ici, où pour les facteurs de nucléation, il y a une concentration au pôle à l'avant de la cellule, alors que tout le système de dépolymérisation a une distribution plus symétrique, sans biais de polarité évident. Alors, le modèle proposé par les auteurs repose donc sur plein d'autres données expérimentales que je n'ai pas le temps de présenter, sur l'idée qu'il y a à la fois une espèce de positive feedback d'origine mécanique, dont les mécanismes n'est pas connu, mais qui repose sur ce que je vous ai dit, à savoir que lorsqu'il y a donc un phénomène d'extension d'un pilus, adhésion au substrat, la cellule est capable de détecter en fait sans doute la tension, par exemple dans le pilus, et qui générerait une concentration locale de pile B qui favorise encore la nucléation des pilus, donc qui permet d'en générer un plus grand nombre, et qui permet donc de renforcer le mouvement et donc sa persistance vers la droite. Parce qu'il y a bien un phénomène, comme on voit dans le papier de Warburg, d'extension-rétraction, donc finalement assez aléatoire, mais la stabilisation du nombre de pilus dans une direction viendrait de ce phénomène de positive feedback selon lequel pile B serait renforcé là où il y a une adhésion plus forte au substrat. En revanche, vu que le système de dépolymérisation est distribué de façon plus uniforme à l'intérieur de la cellule, il y a une espèce d'inhibition uniforme dans la cellule à distance qui empêche, qui joue contre ce phénomène de négative feedback, de positive feedback. Et qui fait qu'en particulier lorsqu'il y a une collision, ce positive feedback ne marche plus. Encore une fois, le mécanisme n'est pas du tout connu, hein, mais les données expérimentales vont dans ce sens. Et à ce moment-là, l'inhibition uniforme venant de pile T qui est présent aux deux pôles joue un rôle dominant qui en fait désassemble les pilus et qui permet de façon aléatoire en fait l'émergence notamment à l'autre pôle et par l'intermédiaire du positive feedback de nature mécanique, à ce moment-là le système peut s'amplifier. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire, mais globalement l'analyse indique bien, en tout cas est assez concordante avec ces données expérimentales où on aurait un phénomène de feedback positif d'origine mécano-chimique locale et qui joue contre un mécanisme d'inhibition à plus grande distance venant de pile T qui lui n'est pas polarisé. Donc,
positive feedback local, extinction par inhibition à distance, c'est grosso modo le modèle de Turing pour une brisure de symétrie dans une structure de nature chimique. Donc voilà en tout cas un modèle d'étude qui est assez récent, on repose sur les données que j'ai rapidement résumées, et qui montre ici non pas un chimiotactisme, mais un mécanotactisme de Pseudomonas aeruginosa. Donc cela nous autorise à formuler quelques hypothèses à partir de ces études locales sur le mouvement global de Pseudomonas. Donc déjà, certainement des évidences de chimiotactisme, les molécules dont j'ai parlé, CHPA, PIL-G, PIL-H, sont impliquées dans le chimiotactisme, et qui permettraient sans doute, en bordure de l'essaim, cette espèce de mouvement dirigé. On peut voir, en regardant bien ces bactéries, qu'elles ont vraiment une marche très persistante dans ces petits groupes ici. Une marche beaucoup plus persistante que dans les parties internes de la colonie, et donc qui pourrait, par exemple, provenir de phénomènes de chimiotactisme. Mais, comme on vient de le voir, il y a également une mécanotaxie qui, en fait, viendrait d'une espèce de lecture locale de la densité de collision avec les voisines. Ce que l'on peut très bien imaginer, c'est qu'en bordure d'un essaim, la densité de collision est potentiellement plus faible qu'à l'intérieur, étant donné qu'il y a une frontière où il n'y a même plus de bactéries, et que donc cette réduction de la densité de collision pourrait aussi biaiser la marche des bactéries, qui donc auraient une marche plus persistante à l'opposé de l'endroit où il y a les collisions, et qui permettrait aussi de favoriser l'extension de l'essaim vers la partie encore à coloniser de la population de bactéries. Donc finalement, sans doute la conjonction de phénomènes de chimiotactisme et de mécanotaxie qui provient d'une lecture de la densité locale de bactéries. Et au sein de l'essaim, où on a une densité moyenne homogène, en fait, les bactéries n'ont pas de marche biaisée statistiquement. Elles ont une marche totalement aléatoire de collision, avancée et retour. Donc on va finir maintenant en revenant sur ce par quoi j'avais introduit le phénomène de motilité en essaim sans flagelle, qui est Myxococcus. Donc on revoit donc ces bactéries dans lesquelles maintenant on voit également, j'en avais parlé, une marche aléatoire, en tout cas bidirectionnelle, d'avant en arrière. Donc les bactéries se déplacent également par twitching, elles ont les mêmes pilus que Pseudomonas, et on va voir maintenant le système d'oscillation dynamique, un phénomène oscillant de nature chimique qui sous-tend en fait la dynamique de va-et-vient de ces bactéries. Donc ça a été très bien étudié, notamment par l'équipe de Tamigno. Et je parle en particulier d'un article publié il y a quelques années que j'ai trouvé particulièrement intéressant. On a ici finalement l'oscillation, une espèce de... D'abord, on peut voir un module de polarisation de la cellule qui comprend en particulier cette molécule MGLA qui appartient à la famille des RAS, GTPase. Donc le même RAS qui d'ailleurs est impliqué, on l'a vu l'an dernier, dans la motilité de cellules eucaryotes, mais qui est déjà présent sous une forme dans la bactérie Myxococcus. Et donc MGLA est présente à un pôle de la cellule, et MGLB, une autre molécule présente au pôle opposé. MGLA, comme on le verra, est situé au niveau du pôle où il y a les pili, et MGLB au pôle lagging pole, le pôle opposé de la cellule. Or, il y a un contrôle de la localisation de cette GTPase MGLA par ce que l'on a toujours lorsqu'on a une GTPase, à la fois une GEF, qui est ce complexe Romer-X, et une GAP, qui enlève un groupement phosphate MGLB. Donc il y a un cycle entre une forme GDP et une forme GTP de MGLA qui vient de l'action conjointe d'une GEF, Romer-X, et de la TPase, de la GTPase MGLB. D'accord ? Donc la polarisation de MGLA et de MGLB vient finalement de l'antagonisme entre ces deux molécules. Alors, on imagine bien maintenant que le changement de direction de Myxococcus viendra d'un changement de localisation de MGLA au pôle opposé. Donc il s'agit de comprendre comment cette relocalisation de ce système qui a une polarité intrinsèque se produit dans la cellule. Donc déjà, on peut voir que lors effectivement d'un changement de direction, en suivant la localisation par les molécules de fusion entre MGLA en vert et MGLB en rouge, on voit déjà cette structure polarisée et surtout qu'elle se réverte au moment du changement de direction. On en voit ici un magnifique exemple avec les quantifications. En R, en jaune, on a la zone de réversion du mouvement et donc de la relocalisation à l'autre pôle de chacune des molécules. Donc qu'est-ce qui sous-tend cette relocalisation de ces molécules ? Eh bien, en fait, il y a un oscillateur, Romer-X, cette GEF de MGLA, présente.
cette GEF de MGLA, RomerX, en fait, est un oscillateur intrinsèque. Cet oscillateur, en fait, donc RomerX, je précise, hein, est requis et nécessaire pour le recrutement à un pôle de MGLA, parce que c'est la GEF qui forme la structure GTP qui a une affinité pour le cortex. D'accord ? Mais aussitôt que RomerX a permis le recrutement de MGLA, permettant cette structure polarisée, RomerX a une capacité intrinsèque à se dissocier du cortex et à se relocaliser au pôle opposé. Donc quand je parle d'oscillation de RomerX, c'est une oscillation au regard de sa distribution à un pôle puis l'autre. Cette dissociation endogène de RomerX induit donc une relocalisation au pôle opposé, et tant que MGLB, la gap de cette molécule est présente, effectivement, MGLB ne peut pas se relocaliser à l'autre pôle. Donc le système est comme bloqué dans un état latent, prêt à activer, mais incapable encore de totalement se réverter. Et effectivement, lorsque l'on regarde la localisation de Romer GFP, d'accord, on peut voir qu'il y a bien une réversion de localisation, mais celle-ci, en fait, précède le moment de la réversion proprement dit. Ce n'est pas dès l'instant que Romer GFP est présent à l'autre pôle que la cellule se relocalise. Donc on a un oscillateur Romer qui passe d'un pôle à l'autre. Romer est nécessaire pour le recrutement de MGLA, mais le moment où RomerX est présent à l'autre pôle n'induit pas instantanément une réversion. Il y a un phénomène de latence, d'accord, et qu'il s'agit de comprendre, mais qui suggère qu'il y a un autre mécanisme couplé à cet oscillateur Romer qui joue le rôle d'un switch, d'accord, qui va activer le système. Et c'est ce que je vais vous présenter dans la diapositive suivante. Donc, voyons le système où MGLA est au pôle intérieur, la cellule se déplace vers la droite, le complexe RomerX qui était nécessaire pour la localisation de MGLB est parti au pôle postérieur, et le système est dans un état latent prêt à inverser la polarité, mais il ne l'a pas encore fait parce qu'il attend le signal, un switch, qui est représenté par cette molécule FreezeX en brun, d'accord, qui joue le rôle d'un switch. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de molécules, mais retenez deux choses. Il y a un oscillateur et un switch. Donc c'est pour ça qu'on parle de gated oscillator. C'est un système qui attend un signal. Donc on utilise les propriétés d'une espèce d'horloge interne d'oscillation qui vient d'un système RomerX. Et il y a un système qui va en fait réduire en fait de facto dans cet oscillateur la période réfractaire. Un oscillateur, je rappelle par rapport à mes cours sur les systèmes auto-organisés il y a quelques années, en fait, ici, c'est un delayed negative feedback. On a un feedback négatif avec un délai qui permet à cet oscillateur d'émerger. Il y a une période réfractaire tant que l'inhibiteur est présent. Il faut qu'il disparaisse pour que le système puisse démarrer un nouveau cycle. Et ce que fait FreezeX, c'est qu'en fait, il force le système à un moment qui permet le changement de direction. Donc finalement, on a les avantages d'un système qui est une espèce d'horloge interne qui permet de préparer le système à la réversion, et un signal, dont on va voir qu'il peut être vraisemblablement contexte dépendant, qui peut activer et précipiter la transition. Parce que ce que l'on veut, ce n'est pas que la bactérie soit capable de faire un va-et-vient, c'est qu'elle puisse détecter l'environnement. Donc en fait, ici, je vais y venir tout à l'heure, vraisemblablement, les bactéries en fait, vont activer FreezeX, le switch, en fonction des détections de l'environnement, notamment des collisions. Donc ici, dans un modèle qui a été fait avec Martin Howard, diapositive, peine. On a donc une modélisation de ce système avec l'oscillateur RomerX et ce positive negative feedback. Et le point important, c'est qu'effectivement, ce qui permet de synchroniser la détection, la réversion du système, c'est ce gate qui vient du signal FreezeX. Voilà. Donc on a un oscillateur qui est gated, je ne sais pas comment on dit en français, par ce signal externe. Donc à partir de ces données, on peut donc spéculer sur comment la bactérie va détecter l'environnement et modifier la probabilité de réversion de sa trajectoire, encore une fois, qui est animée par un oscillateur endogène, une espèce d'horloge interne, qui peut être entraînée par l'environnement par l'intermédiaire de FreezeX. Donc FreezeX, par exemple, pourrait, on peut l'imaginer, être associé aux détections des collisions. Finalement, la bactérie pourrait faire une espèce de lecture statistique de la densité de collision sur une certaine unité de temps, et à partir de ça, accumuler ou non une certaine quantité de FreezeX, qui va être le switch, qui va dire maintenant on réverte ou pas. Donc la bactérie, on voit bien, étant donné la forte densité de bactéries dans son environnement, n'a pas à plusieurs, sans doute dizaines d'événements de collision, ou en tout cas plusieurs collisions par seconde.
Donc la bactérie va sans doute moyenner, détecter son environnement en fonction des fréquences de collision. Et en fait, la fréquence de collision pourrait biaiser la marche des bactéries. En particulier, s'il y a un gradient de densité, donc un gradient de fréquence de collision, il y aurait donc un gradient d'activation de Frisex dans une direction donnée qui permettrait donc de diriger la marche dans la partie basse du gradient. Et en partie dans les zones en bordure de l'essaim où il y a des colonies qui ont une plus faible densité, les bactéries pourraient donc avoir une marche aléatoire biaisée dans la direction qui la propage dans les directions basses du gradient, comme on peut le voir ici, dans cette bordure de la colonie, dans les zones de rippling et les zones d'extension. Donc je résume ici en disant finalement un oscillateur endogène biaisé par un signal qui pourrait être directement couplé à la détection des collisions, comme dans le cas de Pseudomonas. Donc si on compare les deux systèmes, on a un système mécanique complètement identique, qui venant de l'extension-rétraction des pilus. On a un système de régulation qui lui aussi est extrêmement similaire, qui est d'ailleurs similaire au système de chimiotactisme, qui a un phénomène sensible d'origine chimique et mécanique, des transducteurs du signal par Kiwai, dont les homologues sont ici PLG, PLH, et FreeZ, FreeZex, donc cette molécule de gating dont j'ai parlé, c'est typiquement des molécules de cette nature. Donc c'est transducteur du signal. Donc, et maintenant, MGLA, cette race GTPase chez Myxococcus, en fait directement régule, enfin indirectement par des cofacteurs, régule la polymérisation des pilus. Donc finalement, on a un système qui a des similitudes et qui est adapté à la régulation des dynamiques des pilus chez ces deux bactéries. Donc je conclus en reprenant une diapositive du cours d'introduction il y a quelque temps, où j'avais souligné le fait que l'intuition que l'on a de phénomènes collectifs à forte densité, en tout cas pour nous, c'est qu'à très forte densité, le trafic est ralenti. Nos systèmes en fait, ne peuvent plus en fait, avancer. Et d'ailleurs, on peut voir dans les populations de cellules des conditions de transition de rigidité dans une population de cellules qui correspond en fait à quelque chose assez semblable à ce que l'on peut voir ici et que j'avais introduit dans le premier cours. Mais on voit finalement que c'est une situation un peu frontière du système. Le cas le plus fréquent est que des systèmes cellulaires, à travers les échelles des bactéries comme de cellules eucaryotes, comme de cellules épithéliales, sont à confluence dans le cas de cellules eucaryotes, donc à densité maximale, ou à densité extrême dans le cas de bactéries, même parfois avec plusieurs couches, et qui, dans ces conditions de très forte densité, non seulement ne sont pas en jamming, mais même adoptent une dynamique collective très grande, une fluidité, qui est en plus associée à une espèce de coordination des vecteurs vitesse qui permet une dynamique macroscopique orientée dans une direction donnée. Il ne s'agit pas simplement d'un mouvement aléatoire. Ici, l'essaim de bactéries va globalement se diriger vers la droite et s'écouler pour explorer un environnement écologique différent. Et au cours du développement, des cellules épithéliales peuvent globalement ordonner leur polarité cellulaire pour coloniser un espace dans l'embryon qui leur permet de former des différentes structures. J'ai eu l'occasion d'illustrer cela dans plusieurs cours précédents. On peut donc à ce stade peut-être proposer une certaine comparaison entre les eucaryotes et les prokaryotes. Pour les eucaryotes, après collision, on a vu un certain nombre d'exemples dans lesquels les cellules réorganisent leur polarité locale. Notamment dans le dernier cours, on avait vu que des cellules qui rentrent en collision ne vont pas être indifférentes, elles ne vont ni avoir un mouvement opposé, même si le phénomène d'inhibition ou de réversion a été observé il y a très longtemps, contact-induced locomotion, ou en fait inhibition of locomotion, où les cellules en fait ont un mouvement opposé. Mais le cas est très souvent présenté où les cellules localement en fait, vont influer sur les vecteurs de polarisation de leurs voisines et permettre ainsi de proche en proche, par des interactions locales, à mettre en place une dynamique collective orientée. On a eu l'occasion de le voir dans le cours dernier. Donc on pourrait caractériser cela comme une capacité qu'ont les cellules de réguler leur vitesse d'une façon qui est positive au regard de la densité. C'est-à-dire que les collisions en fait, favorisent la réorganisation des vecteurs vitesse, qui est quelque chose qui peut s'analyser de façon locale et qui est de façon phénoménologique inclus dans le modèle de Turner et tout dont j'ai parlé dans le tout premier cours et qui permet de rendre compte des dynamiques collectives d'animaux mais également de structures de toute taille, notamment de molécules.
Chez les prokaryotes, après collision, dans les exemples dont je vous ai parlé, les cellules ont tendance à bouger dans une direction opposée. D'accord ? On n'a pas vu dans les études que je vous ai présentées et dans d'autres que j'ai essayé de chercher d'exemples dans lesquels finalement, contrairement aux eucaryotes, les cellules vont aligner après collision leurs interactions. Donc il y a plutôt, par les collisions, un phénomène de mouvement opposé qui, dans certains cas, permet une homogénéité de la densité des bactéries ou qui permet, lorsqu'il y a un gradient de densité, de permettre une expansion dirigée vers l'extérieur, comme j'en ai présenté l'hypothèse. Alors, à côté de ça, étant donné que la grande différence entre les prokaryotes et les eucaryotes, c'est que les eucaryotes sont des structures labiles qui, en général, sont capables de changer leur forme. Une bactérie est un corps rigide, d'accord, qui a une certaine forme, une certaine élongation, des petits bâtonnets. Et donc, on peut imaginer que l'organisation locale des vecteurs vitesse des bactéries vient du fait qu'il y a une organisation déjà locale de l'orientation des bactéries, hein, avec un ordre nématique qui peut se mesurer et qui donne naissance finalement à des dynamiques collectives orientées. On l'a vu dans les colonies de Pseudomonas. Et lorsqu'il y a des confrontations entre des ordres locaux différents, il y a ces défauts topologiques qui permettent la formation de structures à plusieurs étages. Donc il y a dans les deux cas des phénomènes assez différents en termes de détection et d'utilisation de l'information des collisions pour permettre d'organiser dans un cas les mouvements locaux ordonnés ou alors de permettre une réorganisation de la densité et une dynamique collective. Dans les deux cas, on a des évidences de chimiotactisme et également de mécanotaxie. Je vous ai présenté au moins un cas bien caractérisé chez Pseudomonas et vraisemblable chez Myxococcus, où il y a une détection des collisions d'origine mécanique, mais qui peut aussi être vraisemblablement mécanochimique, qui peut réorganiser la vitesse de ces bactéries. Voilà, écoutez, ces phrases concluent ce cours sur la dynamique collective des bactéries. Il conclut aussi ce cycle sur 2 ans de la motilité cellulaire. Donc au total, on a vu quand même beaucoup de choses qui montrent combien est fascinant et universelle la capacité qu'ont les cellules de se déplacer individuellement dans des environnements extrêmement variés et collectivement d'une façon aussi remarquable que l'ont inventé les bactéries il y a des milliards d'années et que le font maintenant aussi toutes les structures qui se développent au cours de l'embryogénèse et de l'organogénèse. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année en vous attendant plus tard pour le colloque au mois de juin que j'annoncerai bientôt. Voilà, je vous remercie.